La séance est reprise. Mes chers collègues, nous auditionnons à présent les responsables de la chaîne et de la rédaction CNews. Pour rappel, nous avons déjà auditionné la direction du groupe Canal+ précédemment. Nous aurons cet après-midi une séquence C8 6 Star et ensuite une séquence sur les chaînes payantes. Nous avons effectivement souhaité découper cette journée d'audition du groupe Canal+ en plusieurs parties de manière à pouvoir traiter les questions au fond. Pour rappel, créée en 1999 sous le nom de iTélé, cette chaîne est diffusée sur la TNT gratuite depuis 2005. Son autorisation a été reconduite hors appel à candidature en 2019 et arrivera à échéance le 31 août 2025. Pour rappel, même si je vois bien qu'effectivement cette journée d'audition suscite plus d'émotions que pour d'autres chaînes et d'autres groupes, nous avons fait le choix effectivement d'auditionner les chaînes du groupe Canal+ en fin d'audition de cette commission d'enquête, mais l'ensemble des groupes, l'ensemble des dirigeants, l'ensemble des chaînes présentes sur la TNT ont été auditionnés par le passé. Je signale que cette audition est retransmise en direct sur la TNT grâce à LCP Canal 13. Reste pour participer à cette audition M. Gérald Brice-Viret, directeur général de Canal+ France en charge des antennes et des programmes, et Mme Laetitia Ménassé, secrétaire général du groupe Canal+. Je souhaite la bienvenue à M. Jean-Christophe Thierry, président du conseil de surveillance du groupe Canal+ et gérant de CNews, à M. Serge Nedjar, directeur général de la chaîne CNews, directeur de la rédaction, à M. Thomas Baudet, directeur de l'information, à Mme Laurence Ferrari, journaliste et rédactrice en chef, à Mme Sonia Mabrouk, journaliste et rédactrice en chef, et à M. Pascal Praud, journaliste et rédacteur en chef. Je vous remercie, mesdames, messieurs, de prendre ce temps de réponse extrêmement important. Je souligne que cette audition, dans ce format, est totalement inédite au sein du Parlement, et c'était une volonté de ma présidence de faire venir pas seulement les directeurs, les responsables de la chaîne, mais ceux qui contribuent à l'information, ceux qui contribuent à la rédaction, à la fabrication de l'ensemble des programmes d'information. Ce temps nous semblait nécessaire, d'autant plus après l'ensemble des interventions qui ont eu lieu suite à la décision du Conseil d'État. Pour rappel, cette audition répondra aux règles qui ont été adoptées à l'unanimité par l'ensemble des groupes politiques au sein du bureau de cette commission d'enquête, c'est-à-dire propos liminaire de la chaîne, un seul propos, une personne organise l'ensemble du propos liminaire, présentation très courte de l'ensemble des participants de cette audition, éventuelle question du président de cette commission d'enquête, 20 premières minutes de questions du rapporteur qui aura l'occasion de reprendre la parole en fin d'audition également, questions des députés membres de la commission d'enquête, 3 minutes qui peuvent être découpées en 2 parties, donc c'est-à-dire un rebond possible sur les 3 minutes, et ensuite questions des députés qui ne sont pas membres de la commission d'enquête pour 2 minutes, avec la capacité aussi d'un rebond au sein de ces 2 minutes. Je précise bien sûr que nous appelons à des questions les plus courtes possibles de manière à favoriser les échanges. Nous appelons également, bien sûr, vous avez la possibilité de transmettre la parole à l'un de vos collègues, mais il faut que cette transmission soit justifiée par un complément vraiment indispensable, de manière à ce que les échanges soient les plus réactifs possibles. Sur la précédente table ronde, l'ensemble des députés présents qui avaient eu par le passé une activité dans l'audiovisuel ont précisé cette activité. Par transparence, c'est leur choix de le faire ou non, mais je précise ceci en début de table ronde. Je remercie donc également de nous déclarer, là je parle à l'ensemble des auditionnés, tout intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Je vous rappelle également que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, mesdames, messieurs, à lever la main droite, toutes et tous ensemble, et à dire « je le jure ». Je vous remercie et je donne la parole. Le propos liminaire est tenu par M. Thierry. Monsieur Jean-Christophe Thierry, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les administrateurs, je vous remercie de nous donner l'opportunité de contribuer à vos réflexions dans le cadre de votre commission d'enquête. J'interviens devant vous ce matin en tant que gérant de CNews. Je suis parallèlement président du conseil de surveillance du groupe Canal+ depuis 2018. J'ai été président du directoire entre 2015 et 2018 de ce groupe. Entre 2001 et 2015, j'ai été directeur général puis président de Bolloré Média.
Et au cours de cette période, j'ai eu la chance de vivre le lancement de la télévision numérique terrestre. Auparavant, j'ai une carrière de fonctionnaire entre 1989 et 2001, notamment dans le corps préfectoral. Je suis donc accompagné par Gérald Brice-Viré, directeur général de Canal+ France, en charge des antennes et des programmes du groupe, de Laetitia Ménazé, secrétaire générale du groupe Canal+, que vous avez déjà auditionné ce matin, Serge Nedjar, qui dirige la chaîne CNews, Thomas Bauder, qui en est le directeur de l'information, et nous sommes également accompagnés de 3 des grandes incarnations de notre chaîne, Laurence Ferrari, Sonia Mabrouk et Pascal Praud. Je voudrais commencer ce propos liminaire par une présentation rapide de notre chaîne. CNews est aujourd'hui la 2e chaîne d'information nationale, avec près de 9 millions de téléspectateurs cumulés par jour. CNews est désormais régulièrement la première chaîne d'information en France, sur une base quotidienne. C'est le cas depuis le début de la semaine, lundi, mardi et mercredi. Et sur une base hebdomadaire, c'était par exemple le cas dans la semaine du 12 au 18 février, semaine pendant laquelle CNews a réalisé 2,8% d'audience devant BFM TV, LCI et France Info. CNews aujourd'hui, c'est également une quarantaine de rendez-vous d'information tous les jours, du direct entre 6h et minuit, hormis quelques rares émissions qui sont enregistrées auparavant, des incarnations de référence, dont 3 sont présentes aujourd'hui avec nous, une rédaction de près de 200 journalistes entièrement dédiés à l'information des Français, et tous les jours, des dizaines de journalistes présents sur le terrain ou sur les plateaux de la chaîne. Ce succès est le fruit du travail et de la persévérance de nos équipes depuis la relance de notre chaîne d'information en 2017, année à laquelle CNews a succédé à iTélé. Permettez-moi de revenir sur le point de départ de CNews, qui met, je crois, en valeur tout le chemin parcouru. En 2017, les audiences de notre chaîne d'information se situaient à 0,6%, très très loin des performances du leader incontesté de l'époque, BFM TV. En 2016, le résultat d'exploitation de iTélé était gravement déficitaire, de l'ordre de moins de 33 millions d'euros. Ces perspectives pas très joyeuses étaient assombries par l'aggravation de la concurrence sur le marché des chaînes d'infos. D'une part, l'État avait décidé de préempter une fréquence pour lancer France Info sur la télévision numérique terrestre, et le CSA avait décidé du passage de LCI du payant au gratuit contre toute rationalité économique. À partir de 2017, nous avons donc fait un important travail pour différencier notre chaîne de ses concurrentes, nouvelles et anciennes, et pour donner un avenir à notre chaîne. Notre pari a été double. Tout d'abord, nous avons voulu proposer aux téléspectateurs français une chaîne qui leur ressemblait, qui parlait aussi concrètement que possible de leurs sujets quotidiens de préoccupation. En second lieu, nous avons souhaité renforcer le décryptage de l'actualité, présenter de nouveaux formats, proposer une information moins verticale et plus participative, organiser davantage de plateaux permettant l'expression des opinions. Ce pari s'est avéré gagnant. Tout d'abord gagnant en termes d'audience, puisque depuis 2017, l'audience de CNews n'a cessé de croître, passant de 0,6% en 2017, comme je vous l'indiquais à l'instant, à 2,8%, audience hebdomadaire d'il y a une quinzaine de jours, soit une audience multipliée par environ 4,5. Pari gagnant aussi en termes économiques, c'est le corollaire de la croissance de l'audience. Les revenus de CNews ont fortement augmenté depuis 2017, ce qui a permis de rapprocher la chaîne de son équilibre financier. En 2023, je le rappelais à l'instant, le déficit d'exploitation de la chaîne, en 2016, excusez-moi, le déficit d'exploitation de la chaîne était de 33 millions d'euros. Il est réduit à quelques millions d'euros en 2023. En dehors de cette commission, si vous le souhaitez, nous vous donnerons des chiffres plus précis que je ne peux pas donner publiquement ici. Et dans l'hypothèse d'une prolongation de notre autorisation d'émettre en 2025, CNews visera l'équilibre dès 2025. Si vous le voulez bien, je voudrais terminer ce propos liminaire par 2 sujets qui, je crois, méritent réflexion au sein de votre commission. En premier lieu, les conditions d'exercice du métier de journaliste en France, pour toutes les chaînes d'infos, se sont considérablement dégradées ces dernières années.
au fil des dernières crises, qu'il s'agisse des attentats qui ont frappé notre pays, des crises des gilets jaunes, crise sanitaire, les retraites, plus récemment les violences urbaines. Nous sommes passés progressivement d'une situation où ce que nous appelons nos binômes sur le terrain, c'est-à-dire un couple journaliste et cadreur, pouvait se rendre seul sur les lieux, à une situation où il faut 2 agents de sécurité pour protéger nos journalistes et où l'anonymisation est requise. Cette évolution très inquiétante a bien entendu un coût élevé et croissant pour toutes les chaînes d'information. Nous pourrons vous adresser, si vous le souhaitez, des chiffres précis dans quelques temps. En second lieu, deuxième fait, à côté de chaînes ou de radios d'information régulées, les réseaux non régulés progressent. Je crois que Maxime Saada, Gérald Brice et Laetitia ont eu l'occasion de vous en dire un mot lors de la précédente réunion. Une étude très intéressante du ministère de la Culture et de Médiamétrie sur les jeunes et l'information révèle en effet que 71% des 15-34 ans consultent quotidiennement l'actualité via les réseaux sociaux. Ces derniers sont donc pour cette génération le premier mode d'accès à l'information. Et pour 32% d'entre eux, les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche sont même l'unique canal pour accéder à des contenus d'information en ligne. Nous avons donc des médias régulés d'un côté, et c'est très heureux, et de l'autre, des réseaux très faiblement régulés, avec peu d'efficacité, où l'information peut circuler sans modération, où les fake news prolifèrent et menacent tout particulièrement les publics les plus jeunes et les plus facilement manipulables, et ce sont souvent les mêmes. Enfin, comme vous le savez, une erreur technique est à l'origine de la diffusion, le week-end dernier, d'un programme qui n'aurait malheureusement pas dû l'être. Serge Nedjar y reviendra si vous le souhaitez. Nous sommes maintenant, Monsieur le Président, à votre disposition pour répondre à vos questions et préciser tout point que vous estimeriez utile pour vos travaux. Je vous remercie, Monsieur Thierry. Je vais proposer, alors pas pour Mme Ménazé et Monsieur Gérald Brice-Viéret qui ont pu se présenter et présenter leur parcours lors de la précédente audition, juste demander à Monsieur Nedjar, Monsieur Baudet, Mme Ferrari, Mme Mabrouk et Monsieur Pro de très rapidement nous expliquer votre parcours, votre arrivée au sein du groupe Canal+, et les différentes activités que vous pouvez avoir au sein de ce groupe Canal+. Monsieur Nedjar, je vous donne la parole. Bonjour, donc je suis directeur général et directeur de la rédaction de CNews. Après une quinzaine d'années passées en presse magazine, j'ai rejoint le groupe Bolloré en 2006 pour la création et le lancement de 2 quotidiens gratuits. Un quotidien national, Direct Soir, et un deuxième quotidien national du matin, Direct Matin. Donc 2 quotidiens gratuits. En 2016, j'ai été, à la demande de Jean-Christophe Thierry et de Maxime Saada, j'ai rejoint le groupe Canal+, pour prendre la direction d'ITélé, qui, quelques mois plus tard, s'est transformée en CNews. Et je suis dès lors l'heureux patron de cette chaîne. Merci, Monsieur Baudet, s'il vous plaît. Allumez, pardon, votre micro. Autant pour moi. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Donc, Thomas Baudet, je suis journaliste depuis 28 ans. J'ai démarré ma carrière à Canal+, et j'ai fait une grande partie de ma carrière de journaliste pour le groupe Canal+, soit à l'intérieur du groupe, soit à l'extérieur du groupe Canal+, même si j'ai eu aussi des collaborations et des engagements pour, je pense, l'ensemble des chaînes du PAF. J'ai démarré donc il y a 28 ans au Journal du cinéma, qui était présenté à l'époque par Isabelle Giordano. Puis j'ai travaillé dans le service NPA Culture sous la houlette de Philippe Gildas. Et en même temps, j'étais journaliste à l'agence CAPA, qui était dirigée par Hervé Chabalier. Ensuite, j'ai eu plusieurs collaborations pour l'émission de cinéma de France 2, pour Arte, pour M6, pour France 3, avec Anne Sinclair. À l'époque, ça s'appelait Le Choc des Cultures. En 2004, je collabore au film réalisé par John-Paul Lepers. On a fait 4 films ensemble. Un film sur Madame Bernadette Chirac, un autre sur Ségolène Royal. Nous avons écrit 2 livres politiques ensemble. En 2006, je rejoins l'agence CAPA Dimanche Plus pour Canal+, émission qui est présentée à l'époque par Laurence Ferrari. Ensuite, enfin, je ne fais pas toute la liste des collaborations ou de mes emplois. J'ai travaillé aussi à Avant-Première pour le service public, pour France 2, où j'ai réalisé les premiers reportages à l'iPhone.
En 2014, je suis Red Chef adjoint à iTélé, où je retrouve Laurence Ferrari. Et en 2016, je suis à LCI comme rédacteur en chef adjoint de Tranche au moment où éclate la grève. Et ensuite, je suis embauché par Serge Nedjar comme rédacteur en chef, puis ensuite directeur de l'information, directeur délégué de l'information et ensuite directeur de l'information. Merci, M. Baudère. Cinéma, pour lequel nous avons pu le voir ce matin, le groupe Canal+ a effectivement un rôle essentiel en France. Mme Ferrari. Bonjour à tous, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur et Madame les députés. Merci beaucoup de prendre du temps aujourd'hui pour nous écouter. Il me paraît important de vous expliquer nos parcours professionnels. Pour ma part, je suis journaliste depuis 37 ans. Je vous fais grâce de mon numéro de carte de presse. Ça me daterait au carbone 14. En tout cas, j'ai travaillé dans 10 rédactions différentes. D'abord Europe 1, où j'ai passé 10 ans, de Norme 87 à 97. J'ai ensuite travaillé pendant 5 ans à France Info. Puis j'ai travaillé pour Jean-Pierre Pernaut dans le magazine Combien ça coûte. Je suis entrée à ce moment-là dans le groupe TF1. Pour LCI, j'ai présenté pendant 2 ans les journaux du matin. J'ai rejoint ensuite TF1 à la demande d'Étienne Moujotte à partir de l'an 2000 jusqu'en 2006 en tant que présentatrice rédacteur en chef pour lancer et présenter le magazine 7 à 8, magazine dominical d'information, co-présenté avec Thomas Hugues et produit par Éléphant et compagnie, qui est toujours à l'antenne, 24 ans plus tard donc. Le magazine Vie ma vie, produit par Jean-Luc Delarue et Réservoir Prod. J'ai assuré aussi pendant cette période les remplacements du journal de 13h et de 20h week-end. Côté radio, j'ai rejoint également la rédaction de RTL, où j'ai présenté plusieurs émissions, dont la plus ancienne de la station, le journal Inattendu, jusqu'en 2008. J'ai quitté TF1 en 2006, recruté par le groupe Canal+, pour lancer le nouveau magazine politique de la chaîne, Dimanche Plus, présenté et coproduit avec ma société de production et donc l'agence Capa Presse. J'ai été recruté ensuite par Nonce Paolini pour revenir à TF1 en juillet 2008 jusqu'à fin juin 2012 en tant que directrice adjointe de l'information de la rédaction de TF1 afin de présenter le journal de 20h semaine, l'édition la plus regardée en Europe, et mener bien sûr les plus grandes interviews politiques nationales et internationales. J'ai à cette occasion présenté les prime time politiques de la chaîne pour la campagne 2012, Parole de candidat, et j'ai eu l'honneur de co-présenter avec David Pujadas le débat d'entre-deux tours de la présidentielle qui, bien sûr, opposait François Hollande à Nicolas Sarkozy. J'ai ensuite été recrutée à nouveau par le groupe Canal+ en 2012, d'abord pour présenter et lancer un magazine féminin, le Grand 8, avec notamment Roselyne Bachelot et Audrey Pulvar. La chaîne s'appelait D8 à l'époque, elle s'est transformée en C8. Et puis dès 2013, j'ai rejoint l'antenne d'ITélé pour y présenter une tranche de 2 heures d'information qui s'appelait Tir croisé. J'ai animé en compagnie de Ruth Elkrief 3 émissions politiques lors de la campagne de 2017, l'un des débats télévisés de la primaire de la gauche, l'un des débats télévisés de la primaire de la droite, ainsi que le débat à 11 candidats. J'ai aussi lancé, coproduit et animé le magazine politique dominical de la chaîne C8, baptisé Punchline, toujours pendant cette campagne 2017. Je travaille actuellement donc sur l'antenne de CNews en tant que présentatrice rédactrice en chef d'une tranche d'information de 2 heures, Punchline, qui est aussi codiffusée entre 18h et 19h sur Europe 1, où je suis donc revenue en août 2021. J'ai présenté pendant 3 saisons l'interview politique de la matinale de CNews et nous avons animé les soirées électorales présidentielles et législatives avec Sonia, notamment en 2022. Par ailleurs, Monsieur le Président, j'assume les fonctions de rédacteur en chef du service politique de Paris Match depuis presque 2 ans. Et je suis... Merci, Mme Mabrouk. Bien, Monsieur le Président Bataillon, Monsieur le rapporteur Saint-Toul, Mesdames et Messieurs les députés, comme nous tous ici, je me présente aujourd'hui devant vous pour apporter d'abord des réponses à vos questions. Avec, je voudrais insister sur ce point, le respect dû à vos travaux et plus largement, je dirais, et c'est très important pour nous, le respect que l'on doit à la représentation nationale. Je me présente devant vous plus singulièrement en ma qualité comme mes confrères et consoeurs de journalistes et aussi d'intervieweur, puisque je mène l'exercice de l'interview politique matinale et dominicale avec l'émission Le Grand Rendez-vous, le tout en codiffusion sur CNews et Europe 1. Permettez-moi tout d'abord, en guise de propos liminaire, de vous préciser très rapidement que j'ai démarré mon parcours journalistique avec vous. Alors pas vous personnellement, mais avec les parlementaires, puisque j'ai été au sein de la rédaction de Public Sénat, sœur jumelle de LCP durant 10 ans. Une décennie donc en tant que journaliste politique, je le suis toujours, mais plus précisément lors de cette période en tant que journaliste travaillant sur la matière parlementaire. Et ce n'est pas à vous, mesdames et messieurs les parlementaires, que je vais apprendre combien le travail
sur les rapports très pointus des députés et sénateurs a été formateur et exigeant pour la jeune journaliste que je fus. C'est donc au sein de la rédaction de Public Sénat que j'ai acquis les bases du métier ou plutôt passion pour nous tous, que j'ai d'abord éprouvé à l'écrit, puisqu'à l'origine, en arrivant en France, après avoir quitté ma Tunisie natale, j'ai intégré la rédaction du magazine international Jeune Afrique, où je suis restée près de 6 ans, couvrant de très nombreux sujets. Cette expérience m'a aussi ouvert les portes d'Europe 1, ma radio de cœur de toujours, sans aucune infidélité ni incartade depuis 13 ans. J'y suis en ayant occupé quasiment tous les horaires du soir, du matin, du dimanche, de la semaine, avant d'arriver à la place qui est la mienne aujourd'hui, d'intervieweuse. Parallèlement, j'ai intégré voilà 7 ans la rédaction de CNews et actuellement, je suis en charge en tant que journaliste et rédactrice en chef de Midi News, la tranche de midi 14h. La rédaction de CNews que nous représentons ce jour est la rédaction la plus diverse qu'il m'ait été donné de connaître, diverse par ses opinions, diverse par son parcours, diverse par ses origines. Je suis contrainte de le préciser aujourd'hui, je n'aime pas m'étendre sur ce point, car je considère ne pas être un quota. Toutefois, c'est une pluralité importante à souligner ce jour. Diverse enfin cette rédaction par sa manière de penser, et je suis sûre que nous aurons largement l'occasion d'y revenir. Avec donc les médias que je viens de citer, avec les émissions accumulées, avec les directions rencontrées, je n'ai servi qu'un seul et unique intérêt, je n'ai regardé qu'une seule et unique boussole, je n'ai visé qu'un seul et unique objectif, et je ne le dis pas pour me justifier bien sûr, mais ça me semble important, celui de respecter la lettre et l'esprit de mon métier et la haute idée que je m'en fais, informer, intéresser le plus grand nombre à l'actualité quotidienne, car c'est notre objectif à CNews, c'est 100% des Français. Et oserais-je dire, mesdames et messieurs, que notre arc républicain à nous, eh bien, ce sont toutes les sensibilités de l'hémicycle que vous représentez aujourd'hui, et donc tous les Français à travers vous, et nous en sommes fiers. La définition de notre métier, en tous les cas celle à laquelle j'adhère, celle qui m'a fait entrer dans le journalisme, consiste à dire que nous sommes des sismographes des changements dans notre pays et dans le monde. Nous devons fournir l'information, et cette information permet ensuite, à chacun, en conscience et en liberté, ce mot qui résonne aujourd'hui, de mieux comprendre les bouleversements en France et dans le monde. J'ai envers cette commission un devoir de transparence que je compte scrupuleusement respecter en vous parlant des seuls engagements que je reconnais, qui sont ceux que j'ai publiquement affirmés et développés dans mes livres. Ils sont donc par définition publics et à la disposition de tous si on se donne bien sûr la peine de les lire. Ces engagements qui me paraissent couler de source dans ce pays, comme la défense de la laïcité, la protection de la liberté d'expression, l'éloge de l'école des hussards de la République, tous ces sujets n'en rejoignent qu'un seul au fond, l'amour de la France, qui est mon pays d'adoption, et qui m'a donné la chance d'exercer ce beau métier aujourd'hui. Et je sais que nous partageons évidemment cet amour, mesdames et messieurs les députés de tous bords politiques. Je dirais donc pour conclure ce propos que j'ai été biberonnée à l'amour de la France comme à l'amour de mon métier, par ceux que je considère comme des références dans le domaine, mis à part mes camarades. Je cite nos aînés, Jean Lacouture, Jean Daniel, Jean-Pierre Elkabbach, qui m'a mis le pied à l'étrier dans ce métier, et puis toutes les grandes voix d'Europe 1 avec lesquelles j'ai grandi, j'ai démarré, qui m'ont donné le goût d'être journaliste, autrement dit, d'y consacrer ma vie, d'être l'interprète immédiat et je l'espère professionnel aux yeux du public de l'histoire qui s'écrit sous nos yeux. Mesdames et messieurs les parlementaires, compte tenu de la sérénité qui est l'empreinte qui se dégage de votre commission, compte tenu de l'impartialité qui est la vôtre en auditionnant tous les responsables avec la même exigence, nous n'en avons, il n'y a aucun doute sur cela bien sûr, je me présente à vous avec responsabilité, je pense que c'est la base de notre métier, avec gravité, c'est le respect que je vous dois, et j'aimerais insister avec humilité, parce que c'est ce que je crois qu'on doit au public, qui nous fait confiance et nous porte chaque jour, et je compte évidemment porter cette parole libre. Merci, Mme Abouka. Je ne vous ai pas coupé, parce que je ne voudrais surtout pas qu'on me reproche de limiter la liberté d'expression, et d'autant plus vis-à-vis de cette audition. Mais c'est très important que, dans un temps très limité, puisque nous aurons jusqu'à 13h30 maximum, qu'on ait vraiment des réponses courtes et des réponses qui correspondent vraiment aux questions qui sont posées. Nous aurons malheureusement peu de place pour à la fois les éditos que vous connaissez bien ou les plaidoyers sur l'ensemble des sujets, même si bien sûr toutes les interventions sont importantes et intéressantes. Mais cet élément, en tout cas l'exercice d'une commission d'enquête, repose vraiment sur la question-réponse courte et précise et claire. Monsieur Pro, vous avez la parole pour la présentation de votre parcours et de votre arrivée à la chaîne. Monsieur le Président, bonjour. Monsieur le rapporteur, bonjour. Messieurs les députés, bonjour. J'ai commencé mon parcours professionnel à Nantes, à Ouest-France. J'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. J'étais à l'époque pigiste. J'ai ensuite fait une école de journalisme. Je suis entré à TF1 en 1988 au service des sports. J'y suis resté 20 ans avec une volonté, après 1998, de sortir
du monde du football. C'était difficile parce que chez les journalistes, parfois comme chez les comédiens, il y a une étiquette et sortir de son rôle n'est pas forcément facile. J'y suis sorti néanmoins grâce à RTL qui m'a donné, Jacques Esnoux notamment, qui m'a donné la possibilité de faire un billet d'humeur le matin à partir de 2014. Entre-temps, j'avais quitté le métier. J'avais quitté TF1 en 2008 pour rejoindre le Football Club de Nantes, puisque je suis nantais. J'y ai été le directeur général. Ce fut une expérience à la fois enrichissante et formidable pour moi, même si j'étais, disons-le, ce n'était pas mon rôle. Et je ne crois pas avoir été excellent dans ce rôle-là, mais un échec, paradoxalement, peut t'aider, peut te servir. Et quand je suis revenu dans le métier en 2010, j'y suis revenu avec davantage d'envie, davantage de plaisir. Et le plaisir est souvent au cœur, d'ailleurs, de mon activité. À partir de 2010, j'ai eu beaucoup de chance, puisque je suis revenu à iTélé, grâce à Pierre Friedenreich, qui m'avait embauché. J'avais quitté le FC Nantes en février 2010. La chance existe dans les parcours professionnels et la Coupe du Monde arrivait. J'étais encore journaliste de football. Et Pierre Friedenreich, en juin 2010, m'a donné la possibilité d'animer une émission de football qui s'appelait, je crois, L'œil de pro. Et j'y suis toujours, 14 ans plus tard, puisque cette séquence qui devait durer qu'un mois, finalement, a été un succès. Donc à la rentrée de 2010, nous avons inventé une émission de football qui s'appelait 20h Foot, 20h Foot, 13h Foot, qui a duré de nombreuses années. Parallèlement, je continuais, notamment avec Eugène Sacomano, sur RTL, à animer des émissions très différentes, comme Soir de Ligue 1, comme On refait le match, des émissions sans doute que vous connaissez. À partir de 2016, et après avoir souvent fait le siège de tous mes directeurs de rédaction pour leur demander de faire autre chose que du football, Serge Nedjar a accepté à ma demande, et je l'en remercie grandement, et nous avons donc imaginé ce rendez-vous matinal entre 9h et 11h qui s'appelle l'heure des pros. À l'époque, en 2016, lorsque nous avons commencé, nous faisions 40 000, 50 000, 60 000 téléspectateurs. Nous faisions 5 fois, 6 fois moins, sans doute, que notre concurrent principal. Je regardais les chiffres qui sont tombés à 11h. Hier, on a fait, je crois, 550 000 et 300 000 d'avance sur notre principal concurrent, ou presque. Disons-le, c'est un succès. En tout cas, c'est une émission qui répond forcément à une demande et qui est appréciée par les téléspectateurs. Je suis donc également, comme vous le savez, sur Europe 1, où j'anime une émission entre 11h et 13h. Je suis également chroniqueur pour le journal du dimanche, où je fais un billet d'humeur ou un éditorial, appelons ça comme vous le voulez. Et comme mes amis qui sont là, je me présente à vous avec gravité, avec solennité, avec respect, pour écouter vos questions et y répondre, je l'espère, du mieux possible. Je vous remercie, monsieur.